Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bonjour mes amis, bon dimanche à tous. J'espère que vous êtes déjà prêts pour cuisiner à l'heure du déjeuner. Mais en attendant le déjeuner, on va s'occuper, comme vous le savez toujours, de tout ce qui se mange et ce qui se boit dans Ferniaud fait le marché. Et ce matin, nous allons faire ensemble suivre le parcours d'un grand chef. Un parcours qu'il a remené à ses sources. Voilà, il est retourné aux sources. Enfin, plutôt à la source. On va comprendre tout de suite de quoi il s'agit. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Bonjour Nicolas Salle. Bonjour Vincent. Nicolas Salle, retour à la source. Et la source, elle est à Rungis. Ouais, la source, elle est à Rungis et voilà, ça y est, le projet est enfin lancé. Ouais. Enfin, parce que ça a mis un petit peu de temps. Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent absolument pas de quoi il s'agit, eh bien, c'est un restaurant. Voilà, ce qui pour un chef cuisinier est assez naturel, mais c'est un projet d'envergure sur lequel on va s'étendre un peu plus tard. Vous avez mis combien de temps à le monter, celui-là ? On a mis à peu près 3 ans. Ouais. 3 ans. Bon, on n'a pas les 800 mètres carrés, mais au-delà d'un restaurant, comme tu le dis, c'est surtout un lieu de vie. Oui, un lieu de vie et de consommation. Ouais, de consommation, mais toujours dans le partage. Alors Nicolas Salle, avant de parler plus avant de ce projet, parlons un peu de votre vie. Nicolas Salle, c'est un vrai francilien, c'est un vrai parisien, un parigot né au pied de Montmartre. Il n'y a pas beaucoup de chefs qui viennent pas des régions à Paris, des vrais parisiens d'origine, et vous le portez au cœur, ça. Vous êtes vraiment un parigot. Ouais, alors moi je suis né effectivement à Montmartre, rue des Martyrs, donc ça commençait plutôt. Ah, c'est la butte, ça commençait rien. Voilà. Et puis rue commerçante aussi. Et rue très commerçante, voilà. Bon, la Martyrs, rue Le Pic, tout cet univers dans ces années 70, voilà. Et puis après j'ai plutôt on va dire basculer dans la banlieue, Pantin, Aubervilliers, la Courneuve, toute cette banlieue qui à cette époque-là commençait à s'élargir, puisque il y avait plus de place en Paris, donc la banlieue on poussait les murs. Tout à fait. Et alors, grands-parents mayonnais. Donc il y a aussi ses origines pas très loin de la Loire, quoi. C'est ce qui m'a fait Normandie et Loire. Ouais, c'est ce qui m'a fait basculer un petit peu dans la cuisine, en fait, parce que quand la conseillère d'orientation, moi mon rêve c'était de gagner le Tour de France et c'était surtout d'être sur un vélo. C'était ma passion première. Et quand la conseillère d'orientation m'a demandé ce que j'avais envie de faire à 16 ans. Bon, le vélo, c'était un peu compliqué dans l'organisation avec mes parents. Et puis, je me suis dit, la cuisine, j'aime bien manger. Mes grands-parents paysans m'ont éduqué, m'ont inculqué les valeurs du bon produit. Je me suis dit, cuisinier, ça peut être bien. Je ne gagnerai pas beaucoup ma vie, mais au moins, j'aurai toujours du travail. Ah oui, je connaissais un boulanger qui disait, et en plus, on a toujours chaud. Quand l'hiver, il faisait froid, jadis. Alors, Nicolas Salle, cela dit, vous venez de passer 3 ans le nez dans le guidon, là, pour aboutir à ce beau projet. Vous retrouvez effectivement vos vocations premières. Il faut comprendre ce que c'est que la vie d'un chef cuisinier, parce qu'elle est faite de haut, de bas, de montées de col et de descentes vertigineuses, pour arriver aujourd'hui au point où vous en êtes. Vous êtes passé par un nombre de maisons incroyables, mais plutôt autour de la grande hôtellerie française. Bien sûr, vous avez travaillé chez des indépendants, mais vous avez été au Georges V, vous avez été au Meurice, vous avez été dans beaucoup de grands hôtels, ce qui a forgé un peu votre carrière et vous a mené jusqu'à être doublement étoilé au Ritz. À l'hôtel Ritz à Paris. Oui, alors l'idée un peu, j'ai essayé de m'impliquer dans ce métier, la cuisine bien sûr. La cuisine c'était plutôt la pâtisserie, la cuisine et tout ça. On ne catégorifiait pas dans les maisons où j'ai travaillé au début, on faisait tout. Oui, c'est ça. On faisait même la plonge, etc. Donc non, c'était très intéressant. Sauf qu'à un moment donné, je me suis dit comment je vais utiliser ma passion pour le sport de haut niveau et mes compétences dans ce milieu-là, ce milieu de la restauration qui est très exigeant quand on s'approche du haut niveau, on se rend pas compte. Et puis finalement, la chance, c'est les rencontres en fait. C'est les rencontres avec les bonnes personnes. Moi, j'ai jamais cherché du travail. On m'a toujours placé dans des belles maisons. Et ça a été de fil en aiguille. J'ai compris que je pouvais avoir une valeur dans ce métier et que le travail amenait le respect.
Et après, de fil en aiguille, oui, j'ai côtoyé des belles maisons que je regardais de loin quand je passais place Vendôme. Effectivement, à une certaine époque, je passais en vélo, je regardais le Ritz. Ah oui. À l'époque où vous étiez au lycée hôtelier à Montreuil, ça peut vous paraître intouchable, ou à Médéric, oui. Mais après, finalement, quelques années plus tard, on a l'opportunité de prendre le relais d'un Michel Roth, pour moi, d'une personne que j'apprécie énormément. Humainement et culinairement parlant. C'est un sans faute. Un respect total pour Michel Roth. Et quand on a cette opportunité-là, on doit la saisir. On doit pas avoir peur. C'est là qu'en fait notre mental et tout ce qu'on a écrit depuis toutes ces années nous sert. C'est ce que j'explique au quotidien à mes équipes. Il faut arriver à passer des moments. Il y a des moments plus difficile. Voilà, il y a des cols, il y a des descentes, il y a des plaines, il y a du vent, il y a des intempéries. Il faut affronter tout ça et puis se forger des convictions, se donner des objectifs. Et puis aussi prendre beaucoup de plaisir, parce que la cuisine, ça reste complètement du plaisir, du partage. Et c'est ce que j'ai envie de retrouver à la source. Pourquoi à 50 ans, j'ai décidé de quitter cette belle maison de la place Vendôme pour quoi faire? Pour refaire les mêmes choses que j'ai fait depuis 36 ans? Non, c'était pour écrire une autre histoire. Ouais. Et à la source, le marché international de Rungis, quand j'y suis allé très jeune, à l'âge de 16 ans, j'y suis retourné régulièrement. Et c'est vrai que ce lieu m'inspirait. Et je me suis dit, tiens, je dois pouvoir écrire quelque chose qui raconte mon histoire culinaire depuis toutes ces années. Et cette histoire, c'est aussi une histoire humaine, hein, parce que quand on est chef cuisinier, on est au milieu de la famille des chefs cuisiniers. Vous êtes le président des Escoffiers Internationales. Et ça, les Escoffiers... Alors évidemment, on peut imaginer qu'il y a deux raisons à cela. D'abord, votre rencontre avec le Ritz, hein, puisque c'est votre arrivée dans cette grande maison où Escoffier a été chef. Et évidemment, ça, on a une paternité induite. Et puis peut-être aussi votre passage chez Potel et Chabot avec Jean-Pierre Biffy, qui est le plus grand traiteur français, allez, j'ai pas honte de le dire. Et Biffy a été effectivement très impliqué comme président des Escoffiers. On parle de rencontres. Les rencontres, Jean-Pierre Biffy fait partie de ces rencontres, voilà, que j'ai eu la chance de rencontrer en 1998, quand moi je sortais de chez Alain Sand de Reims, et avant d'arriver à la rouverture de l'hôtel Georges V, j'ai eu 2 ans de avec Philippe Legendre, hein, c'est ça? Ouais, j'ai Philippe Legendre. Ouais. J'ai eu 2 ans de transit en fait, où là, pareil, je me suis toujours posé, j'ai pris de la hauteur, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai pas fait dans ma carrière? J'avais pas fait cet univers, je dirais, de l'événementiel. Moi, j'utilise le mot événementiel. Et c'est vrai que Bertrand Guéneron, à l'époque, le chef d'Alain Sand de Reims, m'a dit, je connais un chef qui s'appelle Jean-Pierre Biffy, et ça sera intéressant pour toi de te diversifier, de t'enrichir encore plus par rapport à ce que tu es aujourd'hui. Et il a eu raison déjà, premièrement. Et quand j'ai rencontré, est-ce qu'on peut dire, excusez-moi, pour essayer de faire comprendre la différence entre être chef de cuisine et chef traiteur, c'est qu'on travaille en A pour B ou C chez un traiteur. C'est-à-dire qu'on va faire des plats qui vont être transportés, qui vont être régénérés, c'est-à-dire remis en température ou dressés sur place. Donc c'est pas tout à fait le même travail que la cuisine à l'envoi. C'est pas tout à fait le travail, mais quand effectivement à l'époque Jean-Pierre Biffy qui a pris Potel et Chabot en main, a amené le niveau événementiel à un niveau très proche de certaines tables étoilées. Hein. Ah bah on dit que c'est les seuls qui peuvent reproduire la cuisine des multi-étoilés à la perfection. Ils le font régulièrement. Aujourd'hui, c'est Marie Soria qui dirige les cuisines. Marie d'ailleurs qui est présidente Île-de-France des Escoffiers, hein, il faut le souligner. Donc un enrichissement perpétuel, 2 ans, plusieurs Roland-Garros, avec une équipe extraordinaire. Jean-Pierre avait cette capacité à fédérer autour de lui. Et qu'effectivement, quand je suis arrivé au Ritz, il m'a demandé de pouvoir reprendre, disons, son rôle de président international des Escoffiers. Voilà, c'est difficilement refusable pour moi, parce que forcément, vous êtes dans la maison mère d'Auguste Escoffier, premier chef. Moi, j'étais le 10e chef du Ritz. Mais une association telle que les Escoffiers, il faut pas uniquement la regarder. Il faut s'en occuper. Il faut continuer à la développer, à fédérer et à la passer au XXIe siècle.
Alors, elle est passée au XXIe siècle, grâce à vous aussi. Qu'est-ce que ça représente en une minute, les escoffiers? Alors, on s'imagine bien que c'est une amicale internationale de chefs qui partagent des valeurs, et notamment des valeurs de tradition, de transmission, parce que la cuisine, elle peut partir un peu dans tous les sens. Les escoffiers, c'est quand même tenir autour d'un noyau solide, culinairement parlant. Alors oui, il y a beaucoup d'associations en France. Les escoffiers se caractérisent par effectivement des valeurs. Comme tu dis, Vincent, c'est les valeurs des escoffiers, c'est la transmission, très important, et le partage. Le partage à travers aussi l'aide aux plus démunis. Ouais. Escoffier déjà avait ces caractéristiques-là en 1898 quand il a ouvert le Ritz Paris avec César Ritz. L'histoire est là, on n'a rien inventé. On a juste repris ce que Auguste Escoffier a créé en fait, parce que quand il était au Ritz, place Vendôme, il récupérait déjà énormément de nourriture, de gaspillage alimentaire, et rue Cambon, juste derrière le Ritz, il donnait aux plus démunis tout ce que normalement se finissait à la poubelle. Donc je veux dire, il avait déjà cette vision. Il organisait des dîners de gala dans le monde entier pour pouvoir redonner à ceux qui en ont besoin. Nous, on continue, on perpétue en fait ce moment-là à travers le monde entier. Aujourd'hui, l'association internationale, elle est présente dans plus de 45 pays. On la développe avec cette même valeur, c'est-à-dire organiser des événements avec des chefs ou un peu caritatif, même beaucoup, énormément de caritatif, et puis aussi aller dans les écoles. Continuer à raconter la bonne parole de la cuisine. Qui est Auguste Escoffier dans les écoles aujourd'hui. Effectivement, les rectorats ne mettent pas forcément ça au goût du jour. Nous, on doit aller prêcher la bonne parole dans les écoles pour dire qui est Auguste Escoffier, mes chers futurs disciples ou mes chers futurs chefs étoilés ou meilleurs ouvriers de France et tout ce que vous voulez. Important d'apprendre à connaître l'histoire. Qui était Auguste et qu'est-ce qu'il nous a laissé? Et il nous a laissé énormément. Je connais peu de chefs dignes de ce nom qui ne se réfèrent pas à ses livres de cuisine, parce que Auguste Escoffier, c'est celui qui a mis tout ça en coupe réglée en fait, le travail d'une brigade, le travail d'une cuisine de restaurant. Restez avec nous, Nicolas Salles. On va immédiatement retourner à la source avec vous, à vos sources et à la source, tout de suite après ça. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez, ce matin, toujours avec Nicolas Salles en studio, un chef dont on suit le parcours à vélo, en tout cas au début, et puis il est descendu de vélo, il est monté sur le piano, et le voilà avec nous ce matin parce que il vient d'ouvrir, enfin il y a quelques semaines, un lieu de restauration multiple et varié dans les murs du marché de Rungis, du mine de Rungis, qui s'appelle À la Source, parce que évidemment c'est à la source, enfin c'était le nom du lieu au départ, et ça a bougé. Alors non, à la base le lieu s'appelait La Marmite. Donc c'est comme un restaurant, un petit peu comme des institutions qu'il peut y avoir sur le mine de Rungis. On a la Marée, on a le Vauquitette, on a toutes ces institutions. C'est une institution, c'est sûr. Voilà. Et la Marmite avait aussi les codes de Rungis au début de l'arrivée du marché en 1969, tous ces restaurants qui ont commencé à sortir de terre pour pouvoir, en fait, ces restaurants, ils étaient là pour nourrir en fait tous ceux qui travaillaient sur le marché de Rungis à la base. Et donc à des horaires, on va en parler dans une seconde. Alors comment s'appelle le lieu et comment s'appelle le resto? Parce qu'il y a plusieurs Alors noms. lieu de vie à la source. À la source. Voilà. Restaurant, on a au cœur du marché, qui est notre premier restaurant, qui est plutôt un restaurant de partage. J'aime pas trop lui mettre une étiquette gastronomique, bistronomique, brasserie, parce que je trouve que la cuisine aujourd'hui, elle doit s'affranchir un petit peu de ça. Donc c'est plutôt une cuisine de partage où on met au centre de la table la convivialité, le produit. On n'a pas besoin de raconter 50 000 histoires. Dans le mot à la source, on a le terme de sourcing, c'est-à-dire à la source du produit. C'est là où on va faire son marché. Donc, du coup, c'est une cuisine de marché. Exactement. La nuit, tout se passe la nuit, en fait. On achète la nuit. On a la chance de pouvoir acheter nos produits bien avant, je dirais, beaucoup de personnes. Et notre objectif, c'est d'acheter juste,
d'acheter avec une vision aussi de gestion, d'entreprise, et acheter au prix de la valeur de ce qu'on nous donne. Une autre valeur environnementale, en fait, qui est induite, hein, parce que vous voulez, évidemment, comme tout chef qui gère bien sa cuisine et son budget, ne pas gâcher. Indispensable, et ça va se traduire sur tout l'univers d'À la Source, en fait. À la Source, c'est un petit peu notre mot d'ordre, c'est-à-dire tout se recycle et tout s'utilise. Il n'y a pas de perte alimentaire, il n'y a pas de poubelle alimentaire dans ma cuisine. C'est vrai ? Non, aucune poubelle. C'est-à-dire que j'ai décidé de mettre... Vous dites à vos... Trouver des solutions. À votre brigade Trouver des solutions. Réfléchissons ensemble à ce qu'on peut faire d'un produit et à l'amener à se recycler. Au cœur du village, c'est un petit peu la colonne vertébrale du projet. On aura ce restaurant caché aussi, qui est plutôt au cœur des cuisines. Donc en fait, c'est un restaurant dans un restaurant. Et après, on aura ce container food. Alors les gens me disent, mais c'est quoi un container food ? En fait, à Rungis, il y a énormément de containers. On a transformé un container, on l'a recyclé et on en a fait un genre de food truck, et on fait du street food. Et c'est là qu'en fait, à la source, en pilotage, on va dire 3 offres de restauration différentes, mais ultra complémentaires. C'est-à-dire que le gaspillage alimentaire, finalement, prend tout son sens. On réutilise les déchets, voilà, on peut dire ça comme ça. Et en fait, on les recuisine et on les amène d'une autre manière, soit effectivement sur le container food, soit effectivement au cœur du marché. Au cœur du marché. Le gastro aussi peut avoir aussi, je dirais, un code avec des responsabilités. Aujourd'hui, je pense que les équipes, elles ont besoin de retrouver ces valeurs qu'on avait avant. Quand je parlais de mes grands-parents en Mayenne, quand j'allais moi tout petit dans cette ferme extraordinaire, qu'est-ce qu'on nous apprenait ? On nous apprenait à la gestion des produits. Bien sûr. Et de dire bah tiens, ça on peut en faire ça, demain on mangera comme ça, après-demain on le mangera comme ça. Et ça, je pense qu'il faut arriver sans y mettre trop de pression aussi par rapport à nos équipes, parce qu'elles ont besoin surtout d'accompagnement. On doit leur raconter une histoire en disant aujourd'hui, depuis les années 80-90, on est rentré dans une surconsommation. On fait un peu tout et n'importe quoi avec les produits, de par les DLC, tout ce qu'on veut. À nous de dire qu'est-ce qu'on veut faire avec ça, et de dire on peut faire autre chose, autrement, et avec un autre état d'esprit. Ça demande au début beaucoup d'implication, c'est surtout de l'implication. Et de réflexion, oui. Voilà, et de réflexion. Et les réflexions, quand on a cette échelle en fait qui remplace une poubelle et on a tous les éléments qui sont censés finir à la poubelle, on se pose 10 minutes, un quart d'heure avec les équipes et on dit tiens, ça on va faire ça, ça on va faire ça, ça on peut le faire comme ça. Est-ce que ça c'est possible de faire? Par exemple, je parle du pain. Aujourd'hui, le gaspillage du pain, il est énorme. Incroyable. Moi, avec le pain, je fais des pancakes recyclés. Oui, c'est ça. Vous les mixez pour en faire une farine cuite. Tout à fait. Et ça fait que le matin au petit déjeuner, tous les matins au petit déjeuner, on a des pancakes finalement qui sont issus du pain d'hier et d'avant-hier. Moi, je fais des gnocchis. Voilà. Des gnocchis de pain, un peu sur la même idée, en récupérant la chapelure. On peut effectivement se servir du pain remixé comme une farine cuite, tout à fait. comme un beurre noisette pour le beurre, quoi. C'est-à-dire, on n'a rien inventé, hein, le pudding, quand on parle de pudding. Aujourd'hui, j'ai remis, hier j'étais en testing, j'ai remis un diplomate, j'appelle le diplomate parce que quand j'étais tout petit, j'allais ma maman elle était vendeuse dans une boulangerie. Extraordinaire pour un enfant. Ah bah ça, vous arrivez dans votre boulangerie, ça. Sortez et vous arrivez dans la boulangerie, vous avez des odeurs et en fait, le temps que ma maman finisse son travail dans la boulangerie, j'étais derrière dans le gourbi, on appelle ça. Au moment du goûter. J'étais là et donc j'avais des diplomates et le diplomate c'est extraordinaire, c'est que du recyclage. Ces raisins gonflés, parfois dans le rhum, mais enfin bon. Donc on en a fait un hier. Il est quand même très différent effectivement visuellement de ce que quand je le mangeais dans les années 80. Mais il est gustativement avec les codes de ce que je mangeais dans les années 80. Alors, c'est ce que je veux. Puisqu'on parle du recyclage, Nicolas Salle, ça m'intéresse. On a tous vu, pour ceux qui ont eu la chance de passer dans les grandes cuisines de grandes maisons comme le Ritz, où vous avez été chef exécutif, on a tous vu d'énormes rondeaux. Des rondeaux, c'est des grandes casseroles plates avec les épluchures et les parures qui servaient à faire des bouillons de légumes ou des bouillons de viande ou des fonds, etc. Mais plus particulièrement, en dehors de ça, les épluchures, les parures, est-ce que vous avez
un moyen de les réutiliser dans les plats? Est-ce que vous faites des galettes d'épluchures de pommes de terre comme je fais ou... Sans problème, au contraire. Il y a plusieurs, il y a effectivement cette possibilité. C'est-à-dire, on peut très bien aussi les mettre en déshydraté. Aujourd'hui. Ah oui. On n'a pas besoin. Moi, j'ai pas de friture chez moi. Vous voyez, il n'y a pas de friteuse. On fait pas de frites. On réfléchit, on va faire beaucoup de choses déshydratées comme des chips, mais pas grasses. D'accord. Mais on peut très bien faire. Mais on peut très bien faire aussi les faire déshydrater, les mixer et créer des poudres qu'on peut condimenter. Peut-être une petite pomme de terre. Une petite pomme de terre. Si vous prenez une petite pomme de terre anglaise et vous faites déshydrater la parure de peau et que vous y injectez peut-être un petit peu de nori dedans, vous arrivez à avoir à un moment donné une petite poudre de pomme de terre nori qui vient un petit peu lever cette pomme de terre, poudre de cette pomme de terre anglaise. Tout est possible. Champignons, c'est formidable aussi. Vous voyez, quand je fais le matin, quand on a une demande d'un client qui demande des jus d'orange, des jus de pamplemousse ou un jus de citron, qu'est-ce qu'on fait? On presse, et après ça, on confit. Et après ça, on mixte. Et après, on fait un topping agrumes. Et ce topping agrumes, il peut condimenter un poisson. Il peut condimenter une viande. Oui, mais alors du coup, c'est de la main-d'œuvre, et la main-d'œuvre, ça a un coût. C'est pas, pour moi, c'est juste avoir la réflexion et de mettre en place des process de réflexion avec les équipes qui sont réceptifs. Il faut des équipes qui soient réceptifs. Et pour ça, pour qu'ils soient réceptifs, il faut que nous soyons tous impliqués dans ce projet. C'est un projet commun. Ouais, c'est pas une personne qui va faire la différence par rapport à une autre. C'est collectivement, on doit créer quelque chose où on est tous sensibilisés sur le gaspillage alimentaire. Et dans mon recrutement, j'insiste beaucoup sur ça. C'est-à-dire que dès le début de mon recrutement dans mes équipes, je veux voir au fond des personnes cette capacité à intégrer le gaspillage alimentaire. Nicolas Salle, le temps passe très très vite et vient de nous rejoindre Xavier Turet, MOF Fromager. Bonjour Xavier. Bonjour Vincent. Il est en bonjour train Nicolas. de saliver tout seul dans son coin à l'évocation de toutes les merveilles que vous servez. Alors moi j'ai une question, évidemment, lui il a ses entrées à Rungis, comme MOF Fromager, mais votre restaurant du coup il n'est ouvert qu'aux gens qui vont à Rungis, c'est-à-dire les professionnels. Et ceux qui nous écoutent, comment ça se passe? Ah ben ça évolue. Il y a une passerelle pas loin. Bien sûr, il y a une passerelle, bien sûr, une passerelle, mais il y a surtout la ligne 14 qui est arrivée au port de Rungis. Ah bah voilà. Et ça c'est très important. Parce que c'est important pour vous, parce que évidemment les horaires sont difficiles. Vous commencez à quelle heure le matin pour les gens qui bossent à Rungis? Nous on est parti pour l'instant sur 5 heures le matin jusqu'à 15 heures. À partir de septembre, on ouvrira 4 soirs par semaine. On ouvrira sans aussi coupure. Non, continue. Ah oui, c'est ça, on 10 est en heures, continu. De 5h à 17h, à 15h. Parce que Rungis est en mouvement, Rungis est en continu, ça s'arrête jamais. Donc notre restaurant doit être aussi dans la même ADN que le marché de Rungis. Voilà. Xavier le sait très bien, puisque voilà, il vient régulièrement nous rendre visite à Rungis. Vers quelle heure, Xavier Turet, en général, vous? Votre heure, c'est quoi, 6 heures, 6, 7 heures? Oui, c'est entre 6 et 7, oui. Ouais, c'est bien. Pour un petit déjeuner salé, comme il faut, solide. Une bonne. Et alors, vous nous avez apporté ce matin un élément de ce petit déjeuner salé, même assez salé. On va en parler dans. Attention, pas trop de sel. On n'est pas les rois du Nutri-Score ici, Xavier Turet. Merci. Vous inquiétez pas. Merci Nicolas Salle d'être venu nous parler de cet espace à la source. Votre restaurant, premier restaurant en indépendant alors, après avoir travaillé dans tant de grandes maisons, ça y est, vous êtes chez vous. Ça y est. Et c'est bien parti. Et on invite ceux qui nous écoutent, si vous passez par le mine de Rungis, à aller découvrir cet endroit, ce multi-endroit qui est encore en croissance, puisqu'il y aura d'autres lieux qui s'y agrégeront. C'est ça? Ouais, exactement. Merci Nicolas et à très bientôt. On se retrouve dans une minute parce qu'on va parler d'un très grand anniversaire avec Xavier Turet. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente. Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Mes amis, nous sommes dans le parcours ce matin, après le parcours d'un grand chef Nicolas Salle, et on est dans le parcours d'un grand fromager, Xavier Turet, le cheese gourou pour ceux qui le suivent sur les réseaux sociaux. Xavier Turet, rebonjour, alors, puisque vous êtes arrivé en avance, mais c'est ça aussi, c'est la politesse des rois, d'arriver même avant l'heure. Xavier, vous êtes meilleur ouvrier de France fromager. C'est un titre qui est plutôt assez récent dans la noria des MOF. Complètement. Le concours d'un des meilleurs ouvriers de France fromager a été lancé en 97. Le premier concours a eu lieu en 2000. J'y étais.
Effectivement. J'y étais, hein. Je vous ai tout de suite vu. Plus qu'un supporter, un commentateur avisé du fromage. Le 6 mars 2007, sur le ring bovin du Salon de l'Agriculture, effectivement, où je concourais pour la grande finale. Alors, je vous ai demandé d'être là ce matin parce que nous fêtons un anniversaire qui ne va pas passer inaperçu chez les amoureux de fromage, puisque ce sont les 100 ans du Roquefort, enfin de l'appellation d'origine au début contrôlée, maintenant protégée, puisque c'est la même appellation au niveau européen, de ce fromage qui sans doute est avec le camembert le plus emblématique du plateau de fromage français. Complètement, c'est un porte-étendard du plateau de fromage français à l'international, puisque le Roquefort s'exporte depuis la nuit des temps. En fait, Roquefort a été à l'avance de tout, à l'avance dans sa production, dans son emballage, dans sa commercialisation. Le Roquefort, depuis la nuit des temps, est exporté à travers le monde, à travers plein de circuits, les expos universels par exemple, mais aussi dans tous les grands événements internationaux. Il y a toujours eu du Roquefort. Il a été aussi conduit par avec un nombre de les grands médailles chefs. Sur les étiquettes, on voit des médailles partout, quoi. Les concours, les foires, voilà. C'était un produit vraiment précurseur dans l'ère post-industrielle du fromage. C'était le produit post-industriel du fromage, le Roquefort, il s'est pris en main tout de suite dans sa technique de production, déjà en amont avec l'alimentation des animaux, l'alimentation des brebis, la structuration des élevages, et puis ensuite dans sa fabrication, parce qu'on parle d'un produit qui s'affine dans des caves totalement naturelles où globalement, on n'a pas besoin d'un gramme d'électricité pour l'affiner. C'est naturel, vraiment... mais réaménagé. N'ayez pas croire que c'est des grottes. C'est pas des cavernes du néolithique. C'est des grottes, effectivement, mais on a quand même l'électricité pour s'éclairer maintenant. C'est ça, et des ascenseurs. Et pour on descendre. a des monts de charge, oui. Mais on est quand même au contact de la roche, et c'est vrai que c'est un écosystème unique au monde. C'est un village qui fait 3 km de long sur 300 mètres de large. Et là... Et tout le Roquefort part de là. C'est ça qui est incroyable. Il passe par là minimum 3 mois. C'est obligatoire qu'il passe minimum 3 mois là pour trouver son titre de noblesse. Alors, vous êtes là comme expert du fromage en général, mais particulièrement du Roquefort, puisque vous travaillez pour la société. Pour la société. Exactement. La marque Société, avec plusieurs caves et donc plusieurs goûts. On va en parler dans un instant. Alors, vous le disiez, c'est tout petit Roquefort. Quand on arrive de l'extérieur, on ne peut pas le croire que ce fromage si connu, qui voyage dans le monde entier, qui est sur tous les plateaux dignes de ce nom, parte d'un endroit aussi restreint, réduit, dans le sud de l'Aveyron, dans le Causse, en fait, enclavé dans le Causse, sous le rocher du Combalou. Eh bien, pourquoi c'est là, me direz-vous ? Parce que c'est né là. Complètement. Un écosystème unique, un tout petit village qui fait rayonner une région, un département. Aujourd'hui, c'est plus de 1300 producteurs de lait, c'est plus de 3000 emplois indirects, et puis c'est toute une économie qui rayonne de là, de ce caillou, de ce rocher, effectivement, du Combalou, où tout se passe. Tout prend son sens, ça fait penser à ces villages viticoles qui tournent autour du vin. Là, on a 7 entreprises qui tournent autour du Roquefort et qui font vivre un écosystème incroyable. Alors, l'analogie est intéressante avec le vin, avec le monde du vin, parce que moi je me souviens très bien, étant jeune homme, être descendu à moto, alors je vous raconte l'histoire parce que c'est la même impression, être descendu à moto seul dans le Bordelais à l'époque et de m'être assis sur les marches de l'église de Pomerol, regarder autour de moi et me dire, un village qui était vide à l'heure où j'y étais, et me dire que tous les grands Pomerol partent d'ici, quoi. 1 kilomètre autour. Et ça me paraissait fou de penser à ce rapport entre un lieu quand même de terroir si restreint comme peut l'être le village de Roquefort-Souzon et le fait que ça rayonne dans le monde entier. Un gros succès, en fait. Ah oui, et puis c'est une ruche, c'est drôle, parce qu'effectivement, cette impression-là, on peut l'avoir à Roquefort le samedi et le dimanche. Vous pointez à 10h du matin, il se passe rien. Moi, ma première visite de Roquefort, c'était un samedi matin à 10h, et il se passe rien. Et par contre, le lundi matin... Une ruche. 7h30, les premiers camions arrivent et là c'est une ruche mais incroyable, ça circule dans tous les sens. C'est pendant toute la semaine, ça vit du matin au soir et c'est absolument incroyable. C'est parce que c'est une ruche qu'il y a une cave abeilles chez vous ? Les abeilles travailleuses, c'est pas pour rien que effectivement il y a un peu cette connotation du travail, du labeur, de la ruche. Alors, ce qui est extraordinaire dans le Roquefort, moi je voudrais qu'on parle du produit, Xavier Thuret. D'abord, on s'imagine là aussi une ruche, mais pourtant il n'y a que quoi, 5 maisons, 6 maisons, 7 maisons. 7 maisons, c'est très peu, très peu de marques de Roquefort. Il y a eu des regroupements, bien entendu, etc. Aujourd'hui, 7 maisons servent tout le Roquefort vendu dans le monde. Vous avez évidemment une collaboration
collaboration avec la plus importante en termes de production, mais des goûts très différents selon les caves, selon les méthodes d'affinage. Alors ce Roquefort, qui est en fait, quand il est au départ un fromage blanc, est un fromage de lait de brebis. Par exemple, ce qu'on ne sait pas, c'est que la brebis, on dit c'est plus digeste le gras de brebis que le gras de vache. En revanche, c'est plus gras, le lait de brebis. Ah, il y a une richesse en oméga 3 dans le lait de brebis, effectivement, qui va très bien parce que c'est pour ça qu'on utilise aussi, ça fait partie de ces rares fromages qu'on standardise pas. On utilise du lait entier, on utilise du lait cru et entier de brebis. Et avec un taux de matière grasse super important. Mais oui, puisque c'est le gras qui va nous aider à conserver aussi le Roquefort. Ça fait partie de son élément de conservation parce que le Roquefort, on ne le produit que pendant 6 mois et on le commercialise toute l'année. Et ce bon gras de brebis, quelque part, on le chérit et on va le transformer au mieux pour pouvoir effectivement avoir des Roqueforts qui vont avoir un côté beurré en fin de campagne, en fin de saison. Le côté, le beurré va prendre le dessus sur la puissance et c'est comme ça qu'on utilise notre bon gras de brebis. Et en même temps, j'ai envie de dire, il devrait même être prescrit dans tous les bons régimes parce que il a une richesse en oméga 3 qui est positive et donc pour le cholestérol, il passe complètement à côté. Ah tant mieux. C'est un médicament. Il faut le rappeler au Nutri-Score, ça. Xavier Turet, c'est ce fromage donc de lait de brebis en symbiose avec un champignon. Une moisissure, mais une moisissure noble, comme peut l'être la moisissure noble, la pourriture noble des grands vins liquoreux, par exemple de Sauternes. Mais là, c'est le Pénicillium roqueforti. C'est un pénicillium, c'est un antibiotique naturel. Complètement, et il est beau ce parallèle avec le botrytis du raisin des grands crus de Bordeaux qui donnent les liquoreux parce que effectivement ce pénicillium va confire le produit, c'est lui qui va donner la personnalité du produit, donc on le sélectionne aujourd'hui, on le cultive ou on le sélectionne, ça va dépendre des maisons. C'est-à-dire que quand on parle du Roquefort, il n'y a pas de différence. Quand le Roquefort s'appelle Roquefort, il est forcément bon. Que je parle de celui d'un de mes confrères ou même concurrent, on est de toute façon dans la beauté du produit. Un Roquefort est forcément bon, mais on va tous avoir notre petite recette de culture de pénicillium roqueforti qui va être soit cultivé sur du pain, soit en labo. Mais ça, c'est parce que c'est l'origine, Xavier. Bien sûr. Il faut le rappeler. Enfin, est-ce que c'est une légende ou est-ce que c'est vraiment on va dire, on dit un berger amoureux qui avait laissé son morceau de pain de seigle à côté d'une tome blanche de... Alors ça, c'est peut-être un petit peu légendaire, mais en tout cas, c'est effectivement l'alliance du pain, de la moisissure du pain et de ce fromage. Exactement, c'est une moisissure qui se cultive très bien sur le pain. Le pain est un super capteur pour ce pénicillium et effectivement c'est le meilleur support aujourd'hui pour emmener ce pénicillium, ce champignon dans le fromage. Mais on en met très peu, c'est 4 grammes pour 1500 fromages. Donc, 4 grammes pour 1500 fromages. Oui, c'est des spores, c'est le principe des spores de champignons, c'est-à-dire que ça va très très vite. Et on dit que ce sont les courants d'air qui passent dans les fameuses fleurines, qui sont ces failles dans le rocher, qui vont en fait véhiculer aussi les spores et en tout cas aérer le cœur du fromage. Accélérer le processus, c'est-à-dire que le fromage est piqué, c'est-à-dire qu'on le transperce avec des aiguilles quand il arrive en cave, et ensuite ce courant d'air, parce que Roquefort, c'est un Roquefort parce que c'est un écosystème particulier, c'est un rocher, vous imaginez un rocher qui est exposé au nord et qui parallèlement est exposé au vent du sud. Donc là il se passe ce qu'on appelle un choc thermique, c'est-à-dire que le vent du sud chaud arrive sur une roche froide, et donc là dans ces fleurines qui vont créer un courant d'air avec une certaine accélération par des périodes dépressionnaires. Et là, je rentre dans la météo, parce qu'un affineur de Roquefort est un météorologue avant tout. C'est de la physique aussi. Dans cette physique, l'affineur va ouvrir ou fermer des portes. Il n'utilise pas un interrupteur ni un potentiomètre pour régler la température de la cave. Oui. Il va aller ouvrir ou fermer une porte en fonction de la météo du matin et des avances, parce qu'aujourd'hui, on arrive à prévoir quand même un petit peu la météo, mais en fonction de la teneur du vent et du sens du vent. Comme un séchoir à jambon, quoi. Exactement. Et ça peut même avoir l'effet d'un séchoir, et on peut avoir des caves qui sentent le sec, des caves qui sentent l'humide, et on va charger les caves en fonction du potentiel météorologique de la cave. Alors tout à l'heure, juste avant qu'on entame notre discussion, j'ai senti que je vous avais un peu irrité en parlant de sel. Pourtant, c'est le troisième élément important, le sel, parce que dans tous les fromages, le sel est une aide à la conservation, du lait évidemment, mais aussi à l'affinage. Le sel, c'est la vie, c'est pas les chefs qui vont me contredire là-dessus. Le sel, c'est le goût. Mais le sel, on l'utilise dans le Roquefort, pas par plaisir parce que ça coûte de l'argent, mais on l'utilise dans le Roquefort, c'est pour le conserver, simplement. Et on a effectivement, à une époque, on voit des images d'ailleurs de 1925 où on avait des tas de sel et des tas de fromage dans le sel, ou même on mettait le fromage sous le sel. Ça, c'était une époque. Aujourd'hui, grâce à la mécanisation, on arrive à saler
avec des salières, avec des taux de sel qui sont de moins en moins importants parce qu'effectivement, il faut faire attention à la santé. Et aujourd'hui, en l'espace de 15 ans, moi ça fait 20 ans que je travaille pour Roquefort, on a divisé le taux de sel par 2. Mais non. Mais si, complètement. C'est pour ça qu'aujourd'hui... Donc si on a le souvenir du Roquefort de notre enfance, c'est pas du tout celui qu'on a aujourd'hui. Voilà, et j'invite vraiment les consommateurs, et là pour le coup c'est vraiment un acte militant, quand vous considérez que votre Roquefort est salé, c'est qu'il est trop froid. Il faut sortir le Roquefort minimum une demi-heure avant de le manger. Du coup, il devient cassant, alors qu'on veut de l'onctuosité. Cassant, il est salé, il a cette approche vraiment désagréable. Un Roquefort, ça se mange chambré. C'est obligatoire. Si vous considérez que votre Roquefort est salé, laissez-le l'aérer pendant 1 heure, sorti du frigo, et là, vous n'aurez plus de sel, vous aurez de la salinité. C'est plus du tout la même chose. C'est pour ça que ce mot salé collé au Roquefort aujourd'hui, c'est épidermique. Je peux plus l'entendre. Xavier Turret, on va continuer à se parler de Roquefort ensemble pendant la petite pause de pub. J'ai appris un truc, en tout cas, le Roquefort est un fromage qui a de l'autodérision, il aime bien qu'on le chambre. Voilà, c'est très bien. Allez, on revient tout de suite, je vais vous chambrer un peu vous aussi. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Toujours en studio avec Xavier Turret, meilleur ouvrier de France, fromager et collaborateur de la grande marque de Roquefort Société. Et croyez-moi, ils en voient passer, et lui aussi, du Roquefort. Ce matin, on est réunis pour se parler du grand événement qui va arriver là dans les jours qui viennent, puisque c'est le 7 juin. C'est le 7 juin, voilà. Le 7 juin, et c'est votre anniversaire en plus. Aussi. Oh, c'est dingue. Vous fêtez en même temps les 100 ans du Roquefort et votre anniversaire. Écoutez, c'est incroyable. On peut pas mieux rêver pour quelqu'un qui bosse dans le Roquefort. 25 000 personnes rien que pour moi et le Roquefort. C'est formidable. Oui, parce qu'on n'en a pas parlé, mais du coup, ils sortent les petits plats, enfin, ils mettent les petits plats dans les grands du côté de Roquefort là, pour cet événement. Il va y avoir beaucoup d'animations culinaires, beaucoup de chefs. Alors, aveyronais, pas seulement. Ouais. On a la chance d'avoir Noémie Omnia qui soutient le Roquefort en tant que bonne aveyronnaise depuis des années. Elle a invité Michel Saran, Nina Métayer, forcément Sébastien Bras, l'incontournable. Ah bah évidemment. Il faut un vrai Aveyronais, quoi, quand même. Exactement. Et puis, il y en aura plein d'autres. Il y aura Jean-Luc Danjou, il y aura des concours animés, des pâtissiers, des grands fromagers aussi. Hervé Mons, Christelle et Cyril Laureau, avec des battles assez incroyables. Hervé Mons, c'est la Loire. Les Laureau, c'est le Bas-Rhin. Enfin, ça vient de partout, quoi. Exactement. On vient tous célébrer ce monument de la gastronomie et du fromage français. Oui. Alors, quand on dit monument, je crois qu'on s'en rend mal compte si on n'est pas amateur. Il y a des gens qui ont peur. Du goût, enfin parce que ce n'est pas un fromage extrêmement neutre sur le plan gustatif et ça peut faire peur parfois. C'est vrai que généralement quand on a un goût modéré du fromage, on va vers des pâtes plus discrètes, moins expressives. Le Roquefort c'est tout le contraire. On sait exactement tout de suite ce qu'on a dans la bouche. Ça s'apprivoise le Roquefort. Effectivement, quand on dit qu'on mange avec les yeux, le Roquefort, faut le regarder déjà. Et on n'oublie pas de le chambrer, évidemment. Et en observant ce fromage, il faut savoir le couper aussi. Parce que souvent, quand on a une tranche de Roquefort face à soi, c'est un peu comme le brie de Meaux, on crée un dilemme, c'est-à-dire qu'on va s'approprier la pointe, le cœur du fromage est toujours le meilleur. Alors justement, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle méthode depuis quelques années, de le couper en deux longitudinalement pour avoir 2 moitiés de Roquefort? C'est mieux, ça permet de faire des tranches plus homogènes? Ça fait de belles tranches, ça casse pas la pointe, ça dessèche moins. Moi, je trouve ça beaucoup plus élégant et beaucoup plus porteur pour le produit. En tout cas, ça vous permet d'avoir une belle surface de découpe. Bon, et souvent surtout, le produit, et maintenant il est vendu comme ça souvent. De plus en plus chez les grands pros, les amateurs, les connaisseurs. Mais ça donne surtout une chose importante, la plus grande surface de caresse qui existe. Parce que le Roquefort, ça ne se coupe pas, ça se caresse. Oh là, vous allez me faire pleurer là. Xavier Turret, je voudrais qu'on parle des Roquefort, parce que depuis le début de l'émission, on parle du Roquefort, et pourtant, c'est une palette d'expressions extrêmement différente. On va des plus doux aux plus corsés, des goûts les plus, on va dire les plus gras, les plus onctueux, à du cassant, à du violent, à du minéral parfois. Vous, par exemple, dans votre gamme de Roquefort, puisque chez Société, il y a plusieurs goûts, plusieurs pistes de danse, plusieurs ambiances. Vous allez du plus doux qui est le fameux Baragnaude, extrêmement, je dirais, accessible du coup, pour les gens qui viennent au Roquefort pour la première fois. C'est ce que vous conseilleriez? Onctuosité, finesse, longueur en bouche, tout ce qui
et élégant dans le roquefort, sans vraiment exubérance, c'est le baragnode. C'est le roquefort des chefs, c'est l'onctuosité, ça véhicule plein de bonnes choses, et il n'y a aucune agressivité. Et même le pénicillium a une couleur différente, parce qu'on va d'un vert jade pour ce baragnode par exemple, à des bleus canards très très poussés sur d'autres de vos concurrents, que ce soit chez Karl, que ce soit chez Gabriel Coulet, hein. On a vraiment des expressions différentes. Beaucoup de profondeur. Donc on va juger un roquefort sur plusieurs éléments. La couleur de la pâte, donc qui va effectivement du blanc vraiment tranchant, claquant au jaune ivoire. Ensuite, on va qualifier la taille des ouvertures du persillage, donc qui vont être petites, fines, présentes, pas du tout présentes, bien réparties, mal réparties. Enfin bon, on va qualifier la qualité des ouvertures, et après seulement on va qualifier l'intensité du bleu ou vert, effectivement, qui va du tendre au noir. C'est fou. Et là, déjà, rien qu'à l'œil, on va avoir une idée de ce que le roquefort va donner. Et ce qui est intéressant, c'est que comme les affineurs affinent tous avec des techniques différentes, qu'il faut minimum 3 mois pour faire un roquefort, il y a certains affineurs, et qu'on ne produit que pendant 6 mois, certains affineurs vont sortir plutôt leur roquefort de printemps ou leur roquefort d'hiver. On respecte pas la règle du premier entrée, premier sorti. Ah oui, je comprends. Pas du tout. On va surtout évaluer. Ça surveille comme un vin. C'est-à-dire, il y a un affinage qui se fait, un élevage en fait. Au quotidien, les affineurs sont dans les caves, vont tester le produit, vont les sonder, sans jamais les goûter, contrairement aux francs-comtois. Pour le coup, on sonde juste pour regarder le développement du persillé dedans, et on replace. On repousse dedans. Voilà, pour pas faire de trous dans le fromage, parce qu'il y en a suffisamment d'ailleurs. Et l'affineur va vraiment étudier son fromage et le potentiel de son fromage à ce moment-là, en fonction de la qualité des laits, la période à laquelle il est fabriqué. 2 questions importantes, puisqu'on s'achemine vers la fin de l'émission, mon cher Xavier Thuret. D'abord, où on en est avec les États-Unis et le roquefort ? Parce qu'il y a eu des gros malheurs. Est-ce que Trump va nous embêter plus qu'il ne l'a jamais fait avec le roquefort ? Alors, effectivement, il y a toujours eu une tradition américaine de taxer le roquefort en premier et le reste après, pour avoir été manifesté sur les marches du Parlement à Washington en 2009, lorsque l'administration effectivement américaine avait voulu nous taxer en rétorsion de la viande aux hormones. On était passé effectivement à ça de 100% de taxation. Et là, effectivement, on tend le dos, mais bon, apparemment, les Américains aiment beaucoup le roquefort. C'est quand même le roquefort qui préside à la sauce au bleu. Hein. Les Américains font la sauce au bleu. C'est quand même grâce au roquefort. Exactement. Alors aujourd'hui, ils ont trouvé des produits substitutions. Ou les salades. Le blue dressing, c'est vraiment les salades. Parce qu'il ne faut pas oublier que le roquefort dans une recette de cuisine, c'est ce qui va apporter la salinité. Et cette salinité, c'est le goût d'umami, c'est le goût d'encore. C'est pour ça que c'est un excellent ingrédient culinaire. Et la sauce au bleu aux États-Unis, c'est une vraie religion. Hein. Aujourd'hui, ils ont essayé de trouver des substituts au roquefort dans la sauce au bleu, mais les Américains s'aperçoivent que le roquefort, c'est celui qui va diffuser le mieux et avoir le meilleur résultat. Donc d'ici à ce qu'ils se privent de roquefort, il y a un peu de boulot. Bon, voilà. Bon, alors je fais un petit message au président des États-Unis à travers la voix des ondes, parce que je n'ai pas de compte sur X, hein, donc ça aurait été plus simple. Monsieur le Président, si vous taxez le roquefort, vous vous trompez. Voilà. Hein. Donc évitez de le faire, s'il vous plaît, parce que ça va vous gâcher votre plaisir à vous-même. Hein. Je suis sûr que vous aimez le roquefort, Monsieur Trump. Deuxième question, avant de se quitter, et elle est d'importance. Le mariage avec quel vin ? Parce que on va dire qu'il y a 2 parties. Là encore, hein, comme aux États-Unis, il y a le parti des vins rouges, un peu corpulents et corsés, et le parti des vins liquoreux. Serait-il rouge d'ailleurs ? Eh bien, ouais, là-dessus, on peut utiliser plein de choses. Il y a plein d'accords possibles sur le roquefort. On a même été sur des spiritueux, pourquoi pas. Hein. Ouais, c'est super intéressant. Le liquoreux, effectivement, c'est la meilleure façon d'apprendre à aimer le vin et apprendre à aimer le roquefort. Parce que le sel répond au sucre, en quelque sorte. Complètement. Ça s'équilibre. Ça s'équilibre. Hein. C'est les meilleurs mariages. Après, on a fait de grandes choses aussi avec les vins de Porto. Pareil sur cette notion de vin muté, de mutation, qui va très bien, parce que là, on peut aller jouer sur les notes de fruits rouges qui vont très bien, les fruits rouges confits qui vont très bien sur le roquefort. Ou des rancios, hein, des Rivesaltes ou des Bagnols. L'oxydatif, c'est merveilleux, parce que l'oxydatif et le gras, ça a une réponse merveilleuse. Bien sûr. C'est le moment de réveiller et de prédisposer au dessert, et le mariage, l'accord mets et vins sur le roquefort, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Une liqueur de poire, pareil, sur un roquefort. C'est merveilleux. Oui, j'ai vu ça passer quelque part du côté de la Franche-Comté, enfin de l'Alsace plus exactement. Hein, je sais qu'il y a eu des tentatives de nombreux liquoreux. Ça me rappelle quelque chose. Et le vin rouge corsé,
c'est possible aussi. Enfin. Alors, corsé dans la limite des tanins. Enfin, corsé, je veux dire corpulent, enfin avec du beau fruit. Avec les vins de Maury, par exemple, on se marie bien. Avec les vins du Sud-Ouest, on se marie très très bien parce que le Roquefort, justement, il a les épaules pour pouvoir aller se marier avec ses vins corsés. Mais on aura mieux fait d'aller chercher quand même des vins au moins moelleux, même s'ils ne sont pas liquoreux. Là, dans la notion de plaisir, effectivement, la notion de moelleux va très très bien. Et surtout, il y a une règle. Moi, je vous interdis pas de manger du Roquefort avec du vin rouge. Juste le truc, on évite les vins rouges trop tanniques parce qu'effectivement, les tanins et les produits laitiers, ça ne va pas d'une manière générale. D'une façon générale, 80% des fromages vont bien mieux avec le blanc. Ça, on est bien d'accord. Mauvaise habitude des Français de boire du rouge avec le camembert. Complètement. Ça, alors, on parlera du camembert une autre fois, Xavier Turet. Avec grand plaisir. Sera la fête. Avec grand plaisir. Voilà, je vous rappelle que si vous êtes de passage dans le sud Aveyron vers le 7 juin, vous pouvez aller. Le village est ouvert à la fiesta des 100 ans de l'appellation du Roquefort. Et croyez-moi, là, vous allez pouvoir en déguster, à mon avis. Ils vont sortir quand même de la meule. Il y a quelques tonnes de Roquefort qui vont être dégustées ce week-end-là. Voilà, mes amis. Je sais qu'on vous a donné et ouvert l'appétit et donné envie de déguster un peu de Roquefort sur une tartine, sans beurre, évidemment. On va s'acheminer gentiment vers les infos de 11h, comme tous les dimanches. Puis après, ce sera Alexandre Devecchio en toute vérité. Si vous n'avez pas encore de Roquefort près de vous, chambré, il est temps d'aller faire le marché avant le déjeuner. Et puis nous, on passe ensemble toute la journée sur Sud Radio. On se retrouve la semaine prochaine. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous a présenté Sud Radio, Ferniaud fait le marché.